fauteuil. Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. Nous étions, avant la pause, en train de parler du Burkina Faso et du Mali. Le capitaine Traoré à l'école de Assimi Goïta, le nouvel homme fort du Burkina Faso, a rendu visite à son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. La question de la sécurité, la lutte contre le terrorisme était au cœur des discussions entre les deux hommes. On va revenir sur ces sujets, toujours avec mes deux invités, Georges Eho et Yao Ekolo Nukunu, qui sont avec moi. Yao Nukunu, vous aviez la parole là, avant la pause. On était en train de voir un peu s'il s'agissait pour le capitaine Traoré d'aller étudier aujourd'hui la stratégie du Mali qui a réussi à rompre un certain nombre d'accords avec l'ancienne puissance. Est-ce qu'il s'agit pour lui d'aller apprendre cela? Je voudrais aussi me permettre de poser cette interrogation. Est-ce qu'il s'agit au capitaine d'aller faire allégeance au colonel? Bon, et suivre également votre questionnement. Est-ce qu'il s'agit d'aller apprendre de son supérieur? Tout compte fait, l'essentiel, c'est le résultat escompté, c'est ça qui est essentiel. Alors, donc, ma foi, nous ne pouvons demeurer qu'observateurs et constater les retombées de cette rencontre ou de ces rencontres ou de cette collaboration entre les deux joints. Et ma foi, je pense que toute action doit être menée dans l'intérêt des pays respectifs et des populations en question. Je crois que c'est cela l'essentiel. Mais il est quand même important que ces deux pays puissent renforcer leur coopération, peut-être pourquoi pas mener des patrouilles mixtes pour la lutte contre le terrorisme, en tout cas compter sur leurs propres forces plutôt que sur des étrangers. Exactement, parce que de toute façon les étrangers ne viendront pas combattre à leur place. C'est pourquoi c'est le contraste de ces 3 ans, c'est le contraste. C'était plutôt les civils qui se déplaçaient en tant que président, qui allaient de pays en pays et que les militaires assuraient leur sécurité. Mais maintenant, ce sont les militaires qui sont au pouvoir dans ce pays-là et les civils sont à côté pour jouer au protocole. Mais bon, le contexte, je dirais, c'est ce qui oblige. Mais je pense que l'essentiel pour les transitions, que ce soit au Burkina, au Mali ou en Guinée, Conakry, ça doit être l'objectif des 3 autorités de transition. Comment faire en sorte qu'il y ait un retour de la paix? Comment faire en sorte que les populations puissent choisir librement leurs dirigeants? Effectivement, ils ont pris leur destin en main en renversant l'autorité mise en place par la population. Mais il faut savoir aussi que ça doit être déterminé, ça doit être dans le temps circonscrit, dans le temps, ça doit être quelque chose où le retour à la Constitution ou le retour au choix de la population doit commander toutes les actions de ces autorités de transition. Moi, je ne veux pas aller dans d'autres détails, mais c'est pour dire tout simplement que ces militaires-là au pouvoir sont quand même bienvenus dans leur pays, mais ne doivent pas considérer le fauteuil comme étant définitif et illimité. Ils doivent toujours inscrire leurs actions pour répondre aux attentes de la population. Vous voyez, la population burkinabé qui s'est exilée, une partie de la population qui s'est exilée du côté du Mali et vice-versa, les gens ils ne sont pas heureux. Et donc, du coup, quand vous venez pour sauver, ou bien vous avez constaté des lacunes et que vous venez pour sauver une population, vous devez inscrire vos priorités vers ces actions-là.
Donc, il ne faut pas que ça soit les voyages, les allers, les retours. Et surtout, que ça ne soit pas considéré, ou bien qu'ils ne considèrent pas que, bon, il faut justement choisir seulement la Russie au détriment de la France. Et si, quand je le fais comme ça, je réponds à certaines opinions des manifestants qui crient toujours France dehors, et ça me permet automatiquement de durer au pouvoir. Non, ce n'est pas aujourd'hui ce que nous voulons en Afrique. Ce que nous voulons plutôt en Afrique, c'est les dirigeants qui veulent vraiment porter haut comment on l'appelle, disons, porter en quelque sorte dans leur corps ce qui est des priorités, de l'intérêt, des priorités de la population, et non pas forcément dire qu'on chasse la France, qu'on amène, ça tombe dans le populisme et ça tombe dans la propagande. Donc je pense que jusque-là, que ce soit Goïta, il est vrai qu'il y avait beaucoup de tiraillements avec la France, mais je ne pense pas que son idée est de chasser la France. Il n'a même pas chassé la France parce que même je me rappelle... C'est eux-mêmes qui ont décidé de partir. Je me rappelle du message du Premier ministre Choguel qui disait qu'on nous a abandonnés en plein vol. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas souhaité, mais la France a décidé, si quelqu'un veut partir, on ne peut pas l'obliger quand même. Mais que la politique de ces autorités militaires ne soit pas le fait de tomber dans le populisme, de dire que, ok, comme les manifestants veulent la France, la tête de la France, je donne la tête de la France et comme ça je suis aimé. Non, parce que ça ne va pas durer, ces questions-là. Quand la population va comprendre que, en fait, c'est la France seulement qui est partie, mais leur misère, leurs problèmes, le terrorisme, la faim réside encore et persiste. C'est eux-mêmes qui vont venir encore le pousser dehors. Oui. Non, monsieur Samuel, il faut aussi remarquer que les populations sont dans une grande détresse. Ils sont en désarroi. Et donc, du coup, la population recherche une magie, un miracle. Et c'est en cela que vous voyez que, lorsque M. Damiba avait fait son coup d'État, c'est la même population qui a applaudi. Et quand lui aussi il a été renversé, c'est la même population qui a applaudi. Alors maintenant, de quoi on dira, mais finalement, la population, là, on ne les comprend plus. Ça veut dire que même demain, si quelqu'un revient faire encore coup à Ibrahim, il va encore applaudir. Donc, c'est cela d'abord. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la naïveté de la masse. Mais au même moment, il faut comprendre que c'est la détresse, c'est le désarroi. Les populations sont désemparées et recherchent un miracle. Alors, maintenant, c'est ce qui fait que elles applaudissent lorsque les militaires accèdent au pouvoir. Mais au même moment, vous savez, les militaires doivent comprendre que l'Afrique, c'est un continent. Et les pays sont dans un espace, les pays ne sont pas en autarcie, et que il y a des règles, il y a des principes qui s'imposent. C'est en cela que, entre-temps, le Mali a subi des sanctions. Et ma foi, je crois que le jeune capitaine, M. Ibrahim, dans son allocution, il a quand même précisé que leur accession au pouvoir ne bouscule en rien les engagements avec la CEDEAO par rapport au délai d'organisation d'élections, etc. Mais maintenant, au-delà de tout cela, c'est que, M. Samuel, en Afrique, il nous reste toujours un très gros travail. Un très gros travail. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour vraiment mettre la sérénité parmi les populations, entre les citoyens, ça c'est une responsabilité qui incombe aux dirigeants. D'une part. Et maintenant, d'autre part, le niveau de compréhension des populations, à ne pas être vulnérable aux amalgames, à ne pas être vulnérable à la confusion, etc. Et tout cela, c'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Non pas seulement aux dirigeants, mais également à tous citoyens. Parce qu'il faut être à même de s'ouvrir à cette évolution, à ce changement
de mentalité. Il faut s'ouvrir et que c'est ensemble que nous devons œuvrer pour l'évolution de nos mentalités afin d'éviter d'afficher certains cinémas aux yeux du monde, etc. Donc toutes ces situations-là, moi je crois qu'au-delà de parler du terrorisme, au-delà de parler de sentiments anti-européens, anti-français, etc., il y a une très grosse responsabilité qui nous incombe en tant qu'Africains. Nous devons en prendre conscience. Alors, dans ces deux pays, quand même, Mali, Burkina, on a des militaires au pouvoir. Est-ce que, dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme qui préoccupe ces deux pays, est-ce que finalement ce n'est pas la meilleure des choses qui puisse arriver? Qu'on ait des militaires qui comprennent les enjeux, que ce soit eux qui prennent le pouvoir? Bon, est-ce que cela veut dire que quand il y a un militaire qui est au pouvoir, le terrorisme est éradiqué? Et je ne le pense pas. Parce que vous voyez, Damiba était au pouvoir. Mais on a vu ce qui était passé. D'ailleurs, la transition d'aujourd'hui, la transition actuelle, a mis comme motif du renversement le fait que Damiba n'arrive pas à mettre les moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément lorsqu'un militaire est au pouvoir qu'on trouve solution au problème de terrorisme. Aujourd'hui, ça doit être... Prenons les pays occidentaux. Ce ne sont pas forcément les militaires. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut vraiment que les dirigeants ou bien les présidents des républiques ou bien des pays, de ces pays, des nations, puissent mettre vraiment les moyens en place pour que la lutte contre le terrorisme soit vraiment une lutte stratégique. Parce que, vous savez, les terrorismes, je le dis toujours, ce ne sont pas comme les rebelles. Si c'est les rebelles se déclarent, ils sont ici et puis tout le monde sait. Tout le monde peut être terroriste. Hein. Vous voyez la personne, la nuit, il peut devenir terroriste ou bien il tourne le dos au mur et puis il devient un terroriste. Donc, il faut vraiment mettre les politiques en place. Aujourd'hui, nous savons que nous connaissons tous, les dirigeants récitent comme une récitation mamée les causes du terrorisme ou de l'extrémisme violent. Mais autant prendre les taureaux par les cornes et mettre les moyens pour les éradiquer. Si nous disons que c'est la misère qui permet aux recruteurs d'avoir nos jeunes, pourquoi ne pas commencer à lutter contre le terrorisme? C'est en cela que je félicite le Togo. Vous voyez, quand ça a commencé vers les savanes, toutes les actions de l'État vers les savanes, vous allez les voir. C'est pour aller jusqu'au niveau du citoyen lambda, le dernier citoyen, pour mettre les moyens en place pour que la zone savane ne soit pas une zone de recrutement pour les terroristes, pour l'extrémisme violent. Et donc, aujourd'hui, jusqu'à preuve contraire, c'est en train de produire ses effets. Donc, ce qui est, c'est que quand on remarque qu'il y a de la misère, quand on remarque qu'il y a, comment vous l'appelez, l'inégale répartition des revenus, des richesses de la nation, et qu'on note qu'il y a un certain nombre de personnes seulement qui sont nantis, et à côté, il y a une grande majorité qui végète dans la misère. Et vous voyez, quand l'État veut mettre les actions, il n'y a pas une planification harmonieuse des actions de l'État. Vous voyez le Mali, on va vous dire que le nom, entre-temps, il n'y avait pas des institutions de l'État, l'administration n'est pas proche des administrés, on doit parcourir de longues distances pour pouvoir trouver les institutions de l'État. Et du coup, quand le terrorisme s'installe, les terroristes deviennent les autorités de ces milieux-là. Et donc, ces milieux-là trouvent que c'est leur messie. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. On laisse les gens parcourir de longues distances. Il n'y a pas de voies d'accès pour permettre aux gens de produire, s'ils sont des agriculteurs, des paysans, de produire et de pouvoir
couler leurs produits. Donc vous voyez, quand il y a des inégalités sociales, quand il y a toutes ces misères-là qui sont créées, et surtout la politique qui nous divise énormément, parce qu'il n'est pas de ce parti-là, s'il veut contribuer, il ne peut pas contribuer, nous ne devons pas prendre ses opinions, nous ne pouvons pas prendre ceci. C'est ça même ce qui fait que les actions des civils ne sont pas vraiment, ne concourent pas à éradiquer ou bien à anticiper sur le terrorisme. Alors que quand les militaires arrivent, en fait, les militaires, ce ne sont pas, c'est aussi des politiciens, mais on se dit que eux ne font pas la politique politicienne. Eux, ils sont un peu directs dans les actions. S'il s'agit de mettre des moyens en place pour sur le terrain, c'est-à-dire que les équipements de lutte contre le terrorisme, si on a besoin de renseignements, etc., on suppose que les militaires donnent accès facile ou bien donnent priorité à ces moyens-là. Et donc, c'est ce qui fait que l'on porte à croire que quand les militaires sont au pouvoir, ils peuvent quand même permettre à la population de lutter ou bien d'avoir la quiétude. On va évoluer maintenant rapidement. On passe au premier sujet sur le Togo. On évoque donc ces grands travaux qui concernent la côte. Le Premier ministre togolais, Victoire Toméga-Dobé, a officiellement lancé, c'était le jeudi dernier, à Aného. Aného, c'est la ville frontalière avec le Bénin. Les grands travaux transfrontaliers de protection de la côte Togo-Bénin. Justement, ces travaux vont coûter 41,6 milliards de francs CFA. Le Togo participe à hauteur de 12,49 milliards et 29,14 milliards pour le Bénin. Ça va permettre de réconcilier les populations avec la mer en les protégeant de l'érosion. On sait, Yaoé Klonoukoulou, que les côtes togolaises, béninoises font énormément face à l'érosion côtière. Quand on va aujourd'hui au niveau de nos côtes, on a beaucoup de villages qui n'existent plus aujourd'hui, alors qu'il y a juste 15-20 ans, ces villages étaient bien là. Il y a nécessité aujourd'hui de mener des actions d'envergure pour arrêter cette avancée de la mer. Monsieur Samuel, je m'interroge. Entre le lancement des travaux, l'exécution des travaux et la réception des travaux, des ouvrages réalisés, qu'est-ce qui est plus important? Quel est le coût de ces lancements des travaux? Quel est l'essentiel dans cela? Ma foi, je crois que nous les Africains, nous avons toujours tendance à avoir l'amour du folklore. Ce projet en soi, oui, c'est un projet dont la responsabilité incombe au pays de prendre conscience des enjeux environnementaux, etc. et de mener des actions en fonction. Hein. Bon, maintenant, lancement des travaux, et puis c'est tout un truc là avec les coûts qui accompagnent. Bon, je vais pouvoir me demander, est-ce que c'est toujours comme ça que dans les pays où la bonne gouvernance est pratiquée, c'est-à-dire avec les Occidentaux, est-ce que c'est toujours comme ça aussi? Bon, moi, à la rigueur, si ces travaux sont exécutés, l'ouvrage réalisé, et que maintenant on veuille voir population, on veuille faire voir que bon, voilà, ce qui a été réalisé et ce que nous réceptionnons ici pour vous, je pense que c'est beaucoup plus pragmatique, c'est beaucoup plus efficace. Nous avons vu des démarrages, des travaux lancés dont on a fait des trucs médiatiques et on a même annoncé un délai de 2 ans et pour finir, mais finalement de 2 ans c'est parti à 10 ans.
des travaux. Il y en a même dont on a entendu que des fonds ont été détournés. Et il y en a des travaux qui sont restés. Non. Moi, je voudrais nous inciter à avoir l'amour d'aller vers l'essentiel. Que le folklore, que la façade, la figuration. Non. En Afrique, nous avons du travail. Nous avons des défis à relever. Alors donc, ne nous perdons plus du temps avec ce qui n'est pas essentiel. Donc moi, j'attendrai la fin de ces travaux, j'attendrai les ouvrages là, de les constater. Et en ce moment, je donnerai mon appréciation sur la réalisation et sur de façon pragmatique sur ce qui a été fait et qui rentre dans l'intérêt des pays et des populations. Voilà. Donc, mais pour le moment, je n'ai rien à dire. Je vais voir, je vais constater et ensuite je donnerai mon avis. Vous comprenez un peu le scepticisme de Yao Nokounou. Il a dit clairement qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été lancés comme ça en grand pompe. On a vu des autorités venir lancer des travaux, mais après, ça a été des travaux maudits. Ça a pris énormément d'années pour finir. Donc, il est aujourd'hui sceptique, vous comprenez? Je ne comprends pas, mais je peux comprendre. Je peux comprendre, mais je peux dire tout simplement que ce n'est pas le lancement en soi qui cause problème. Qu'on lance ou on ne lance pas, si on a de la mauvaise foi à réaliser les travaux, ce n'est pas le lancement. Le lancement n'est tout juste que le fait d'officialiser le démarrage des travaux. En fait, pour commencer ou bien exécuter un ouvrage de telle envergure, il y a des étapes, il y a des préalables, il y a les études, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et maintenant, il ne faut pas oublier que au-delà des entreprises qui vont exécuter ces travaux... Dans le cas d'espèce, c'est le néerlandais Boskalis BV qui exécute les travaux. Ok. Donc, au-delà de ces entreprises, il y a les officiels aussi qui doivent quand même prendre en contact ou bien comprendre et connaître le projet. Et je pense que dans ces périodes de lancement, il a été question d'annoncer, de communiquer sur le projet. Bon, imaginez qu'il n'y avait pas de lancement de ce projet. Vous et moi, nous n'allons pas savoir qu'il y a vraiment des travaux qui doivent être effectués à Néron, avec entre le Togo et le Bénin. Donc, il faut quand même communiquer, il faut quand même donner, je pense que c'est des démarches républicaines qui permettent aux officiels quand même de communiquer autour de ce projet et de donner le ton officiel du démarrage de ce projet. Donc, l'étape de lancement en soi, comme je le dis, c'est pas ça le problème. Maintenant, il faut aller là où je peux le comprendre, c'est que au-delà de donner le ton pour le démarrage, il faut quand même continuer par suivre, parce qu'il y a des étapes de contrôle. Veiller à la bonne exécution. Exactement. Et respect des délais. Exactement. Il y a des étapes de contrôle. Il y a des contrôles périodiques, il y a des contrôles quotidiens qui doivent s'effectuer tout au long de la période d'exécution de ces travaux. Afin que les 41 milliards, je crois, quelque chose poussière, mise peut-être à la disposition, ou peut-être c'est par BOT, Build, Operate and Transfer, c'est peut-être, si c'est par ça, là je ne sais pas, puisque je n'ai pas eu énormément de, comment vous l'appelez, d'informations, si c'est un financement, si c'est des sous mis à la disposition de l'entreprise, que à la fin, l'entreprise puisse remplir le cahier de charge pour qu'on ne dit pas qu'il y a détournement comme il a dit, ou bien que entre-temps le projet n'est pas terminé et que les Néerlandais sont partis, etc. Et qu'on revient toujours à la case de départ. Et c'est en cela que, bon, je le rejoins quand même pour dire effectivement, il ne faut pas que nos projets soient annoncés, ce qui est bon, mais que ces projets annoncés, aussitôt annoncés, on ne trouve plus rien. Alors, Yao Nokounou, peut-être on peut comprendre quand vous évoquez donc tous ces un certain nombre de travaux qu'on a vus annoncés en grand pompe, mais qui ont
eu beaucoup de difficultés à se poursuivre. Mais peut-être la différence avec ce qui se fait actuellement, c'est quelque chose qui est piloté entre deux États. Est-ce que ça, c'est pas un gage de crédibilité pour vous? Bien évidemment, et ma foi, quand vous observez un peu la gouvernance au niveau du Bénin, depuis l'avènement du président Talon, un président qui communique beaucoup, un président dont le langage est beaucoup plus tourné vers les citoyens nécessiteux, un président qui se montre rigoureux, qui interpelle beaucoup, même le secteur privé, à des actions dans l'intérêt des citoyens. Un président qui ne se focalise pas que sur les fonctionnaires d'État, mais sur tout citoyen, etc. Et ma foi, je ne vais pas peindre le président Talon en ange, mais il y a cette remarque-là de reddition des comptes et puis de lutte contre la corruption, etc. Oui, éventuellement, ça peut jouer. Mais toujours est-il que, vous savez, en réalité, Monsieur Samuel, je n'ai pas montré du scepticisme. Vous comprenez, je n'ai pas montré du scepticisme, mais j'ai seulement estimé que le coût de le lancement pouvait se faire de façon, je sais pas moi, symbolique, tranquillement, parce que ce n'est pas l'encensement qui est la quintessence du projet, mais c'est la réalisation de vos ouvrages, c'est ça qui est l'important. Alors donc je réitère toujours que moi j'attendrai de voir les ouvrages se réaliser, et en ce moment j'apprécierai. Parce que à quoi ça sert? On parle de le lancement n'est pas encore la réalisation des ouvrages. Le lancement, c'est la figuration. Bon, de parler, de divulguer l'information qu'on veut démarrer ceci. Bon, oui, mais moi je veux voir de façon concrète. C'est pas que je suis sceptique, mais j'attends de voir que l'ouvrage se termine. Ensuite, je pourrais donner mon appréciation sur la nature des ouvrages qui ont été réalisés. En tout cas, c'est 19 mois de travaux, donc on sera là. Inch'Allah, pour en parler. Mais j'ai quand même posé au début une question qui est restée, c'est de savoir le problème auquel on s'attaque aujourd'hui, qui est un problème sur nos côtes. C'est quand même un problème très sérieux aujourd'hui. Effectivement, c'est un problème sérieux. Selon l'histoire, il y a plus de 2 ou 3 voies à Lomé ici qui sont rentrées en mer. Oui. Et donc, ça dit que l'érosion est en train de prendre nos terres. On nous a appris que le Togo, la superficie du Togo est de 56 600 km². La question est de savoir, c'est toujours 56 600 km². Donc, vous voyez, quand on laisse la mer prendre la terre ferme, ça veut dire tout simplement que nous sommes réduits. Et il y a un certain nombre de choses, de population qui doivent partir, qu'on doit déplacer, etc., qui vont constituer d'énormes problèmes socio-économiques pour les dirigeants. Parce que vous savez, la situation des déplacés, la terre pour l'agriculture, leur espace à vivre et tout ça là, ça devient compliqué. Et je pense que quand les deux pays acceptent aujourd'hui à faire face à ce défi, c'est vraiment louable. Je voudrais aussi insister sur le fait que peut-être le président togolais ne communique pas énormément comme le président béninois, mais quand moi je vois plutôt les actions, c'est un peu l'inverse. Parce que quand je vois les actions du président togolais envers la population, et sa population, et au même moment les actions du président béninois avec sa population, je n'arrive pas à comprendre les communications. Parce que je trouve toujours un peu d'ambiguïté dans les communications. Et au même moment, celui qui ne parle pas, je trouve un peu les actions qui sont concrètes sur le terrain. Et quand je prends par exemple l'exemple du code de travail qu'il appelle révolution, ou qui pour permettre aux entrepreneurs aujourd'hui de recruter un Béninois à durée déterminée pendant une durée illimitée. Ça veut dire tout simplement que le Béninois, je crée une entreprise au Bénin aujourd'hui, je recrute un Béninois, je peux signer un contrat de 3 mois, et puis travailler chez moi pendant 30 ans.
sans autant lui signer un contrat à durée indéterminée. Je peux l'exploiter comme ça. Et c'est ce qu'il communique avec beaucoup d'enthousiasme comme étant un truc. C'est un président que j'avais commencé à aimer, mais à un moment donné, j'ai compris que c'est un capitaliste et puis il communique énormément. Et puis, s'il connaît ce qu'il appelle l'intérêt des Béninois, peut-être moi je ne comprends pas. Mais quand je vois l'exaction du président fort sur le terrain, j'arrive à comprendre que le Togo vient de très loin. Hein? Il y a ça là, on peut même pas le nier. Mais les actions posées permettra à terme quand même d'arriver sûrement à une situation intermédiaire que nous nous sommes fixés à l'horizon 2025 avec les feux de route 2020-2025. Donc du coup, aujourd'hui, si le Bénin, nous nous associons, c'est entre parenthèses, hein, si nous associons au Bénin avec ce projet phare, nous pensons que, ou bien les deux pays pensent qu'à un moment donné, ils pouvaient lutter efficacement contre le terrorisme. Parce que quand vous voyez la répartition 12 contre 29, vous saurez automatiquement que ça doit être la partie béninoise qui est plus frappée. C'est-à-dire que c'est ma déduction par rapport, parce que le Bénin apporte 29 milliards et le Togo apporte 12 milliards. Ça veut dire que ça doit être forcément la partie béninoise qui est plus frappée par cette histoire-là. Et donc les deux pays doivent faire en sorte que la mer n'arrive pas, hein, la mer à un moment donné ne domine pas sur les actions humaines. Et je m'explique. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'entre le Bénin et le Togo, surtout au niveau de leurs frontières, il y a tout un de mélange. Puisque quand la mer vient comme ça, les gens se déplacent jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que entre les frontières, on n'arrive même plus à déterminer exactement, entre-temps, la frontière entre le Togo et le Bénin. Mais c'est tout dernièrement que les deux pays ont travaillé en vue de délimiter et revenir sur, c'est pas délimiter, pour revenir plutôt sur la limite qui a été fixée depuis le temps de nos colonisateurs, parce que ce sont eux qui nous ont dit le Togo s'arrête ici, le Bénin s'arrête ici, ce sont eux qui nous ont partagé. Et donc je dis tout simplement que ces actions permettent la cohésion aussi sociale, et depuis un certain nombre de temps, le Togo et le Bénin s'associent pour faire des actions comme ça au niveau de la frontière, et ça va permettre efficacement de lutter contre l'érosion côtière. Yann Oukono, rapidement. Oui, bon, M. Samuel, moi personnellement, je ne maîtrise pas les contours, les clauses, que ce soit technique ou financière, ou les principes juridiques de ce projet-là. Mais lorsqu'on observe bien, bon, on a comme impression que cette érosion côtière-là est beaucoup plus frappée du côté du Togo que du Bénin, parce que quand vous regardez un peu, et quand vous traversez la frontière, vous rentrez dans le Bénin, et il faut dire que c'est juste que après Grand Popo, que le Bénin, c'est pareil également pour du côté du Ghana. Quand vous traversez la frontière ghanéenne, il faut aller au moins jusqu'à Sogakopé avant que vous ne sentez vraiment l'investissement de l'État dans les villes qui constituent ce territoire-là. Bon, et de la frontière, il a conduit, bon, on n'a pas senti vraiment qu'il y a un investissement important dans la construction du pays, etc. Bon, donc maintenant, si c'est le Bénin qui donne beaucoup plus de moyens, dont l'enveloppe est plus grande, ça, ce sont des aspects que les officiels ou bien les concernés, même, ils maîtrisent plus. Ben, à ce que je sache, à la frontière, à Hilakondi, la ville d'Aného est grandement touchée. Et la Aného même et Hilakondi c'est pratiquement le même conglomérat, et donc la ville de l'Aného est grandement, donc la partie togolaise est plus touchée. Bon, maintenant, si c'est la participation du Togo financière qui est plus minime que celle du Bénin, bon, ça, je ne maîtrise pas le fond du dossier, donc seuls les officiels savent pourquoi. Donc moi, c'est ce que de toute façon, le projet court d'Agbodrafort
à Grand Popo sur une distance de 40 Oui, jusqu'à kilomètres. Baudrafort, oui. Même jusqu'à Kémé également, les régions côtières, tout ça. On va passer maintenant au deuxième sujet de cette grâce présidentielle accordée à 364 prisonniers sur toute l'étendue du territoire national. La décision du président togolais a fait suite à un rapport du ministre de la Justice Pius Agbetomé et de son collègue de la sécurité et de la protection civile, le général Damham Yark. Le décret a été signé après avis donc du Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit d'une remise de peine restant à courir pour les personnes concernées. 12 prisons sur toute l'étendue du territoire national sont concernées de Dapaon jusqu'à Lomé, mais le plus gros contingent de détenus libérés, c'est dans la prison civile de Lomé, 114 en tout. La mesure vise également à décongestionner le milieu carcéral. 364 détenus qui arrivent donc en fin de peine, retournent chez eux à la maison après cette grâce présidentielle. Bonne nouvelle pour eux. Oui, bonne nouvelle, parce que, comme le dit quelqu'un, on ne peut pas soutenir même à ses pires ennemis la prison. Mais la prison, bon, pour certains aussi, c'est un lieu, c'est une cachette qui permet peut-être d'être à l'abri d'un certain nombre de choses. Donc, et c'est vice-versa. Donc, je pense que la grâce présidentielle qui est inscrite dans la Constitution, je crois qu'à son article 73, qui permet ou bien donne pouvoir au président de la République, surtout après que toutes les voies de recours sont épuisées, de pouvoir donner la liberté à un certain nombre de prisonniers suite au rapport du ministre de la Justice ou bien Conseil supérieur de la magistrature, etc., qui est plus organisé dans le code de procédure pénale. Et donc je pense que le chef de l'État, d'ailleurs, selon le code, il n'y a pas de motif pour dire de justificatif pour que le président puisse justifier de pourquoi il a donné de grâce à tel et ne pas pour telle personne. Moi, je pense tout simplement que c'est une bonne nouvelle, effectivement, pour ces prisonniers-là qui véritablement vont retrouver la liberté. Et je pense que c'est des gens qui doivent prendre conscience d'un certain nombre de choses pour ne pas y retourner, parce que ça ne sert à rien de persister dans l'erreur, ou soit que ces personnes-là, effectivement, ne sont pas dans le secret de Dieu. Il peut y avoir des erreurs commises sur un certain nombre de personnes, mais nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Le droit est là. S'il n'y a pas de preuve, le juge qui n'est pas magicien ne peut pas dire un certain nombre de choses. Donc je dis tout simplement que c'est une bonne nouvelle, non pas seulement pour eux, pour leur famille, mais pour toute la nation qui est en train de retrouver ses filles et fils en liberté et qui va contribuer en termes de bras, en termes de bras, au développement économique de notre pays. Yaounoukourou, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour les personnes qui recouvrent la liberté, mais en même temps, c'est aussi une bonne nouvelle pour les prisons, parce que certains partent, il y a plus de place pour que ceux qui vont rester puissent mieux vivre, il faut le dire, parce que le problème de surpopulation carcérale, on l'a évoqué plein de fois. Monsieur Samuel, vous savez, je vais dire que c'est rien qu'une bonne nouvelle pour ce qui concerne le désengorgement des milieux incarcéraux. Parce que quand vous observez la prison civile chez nous, en Afrique, au Togo, une petite salle comme ça, vous retrouvez plus de 120 personnes avec un ou deux seaux au milieu, et la nuit, quand vous avez des besoins de quelque nature que ce soit, c'est dans ce seau que les 120 personnes se satisfassent, et des gens qui se mettent comme des poissons dans un carton, mais au même moment, quand je tourne mon regard, je vois comment les milieux incarcéraux chez les Blancs, on dirait une villa. Bon, ils ont aussi des problèmes de surpopulation carcérale. Surpopulation carcérale ou pas, quand vous voyez les conditions, Monsieur Samuel, parfois je me demande, est-ce que en réalité nous,
les Africains, les bonnes choses, nous sommes réfractaires, sont les bonnes choses, les bonnes conditions de vie des humains constituent pour nous un ennemi. Est-ce que nous sommes ennemis aux bonnes conditions de vie, des conditions, même lorsque quelqu'un est en conflit avec la loi, les conditions dans lesquelles, c'est-à-dire sa dignité humaine, est-ce que nous sommes ennemis de cela? Et nous demeurons toujours dans ces conditions-là, et ça me préoccupe. Mais là, d'autre part, pour ce qui concerne ces libérations, 364 prisonniers qui sont en phase en fait de peine, ouais. Vous avez dit. Non, aucune satisfaction. Vous comprenez, M. Samuel. Alors, parce que nous, notre satisfaction s'inscrivait dans cette... C'est comme, par exemple, je l'ai dit, je le répète, en 2020, lors de la Journée internationale de la non-violence que nous manquons de célébrer, nous avons lancé un appel au chef de l'État pour la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques pour une assise nationale entre nous, Togolais, afin de nous redéfinir et savoir quel effort nous faisons pour notre vivre ensemble. Pour nous, c'est très important. Alors, dans ce sens-là, M. Samuel, nous ne pourrons jamais trouver satisfaction lorsque dans notre pays, on parle toujours d'exilés politiques, on parle toujours de prisonniers politiques, on ne peut jamais se voir à l'aise avec ça. Alors si, quand on parle de grâce, si cette grâce, par exemple, elle est, et que c'est des acteurs politiques, des militants politiques, qui ont été relaxé, oui, en ce moment-là, nous donnerons une juste appréciation là-dessus, comme quoi c'est un acte qui concourt à l'apaisement. Parce que ne nous l'airons pas, monsieur Samuel, nous le voyons également avec ces agents recenseurs. Il y a beaucoup de Togolais qui, vous les voyez comme ça, mais ils ont l'amertume, l'angoisse, etc. en eux. Et donc, ces mesures de grâce présidentielle, dites-moi, j'ai encore le souvenir. Entre-temps, lorsqu'il y avait des militants des formations politiques qui avaient été libérés, on a vu l'euphorie, on a vu l'ambiance, on a vu ce que ça... Et ma foi, je crois que c'est ce qui pourrait beaucoup plus faire applaudir les Togolais. C'est ce qui pourrait faire objet d'appréciation que des détenus qui sont déjà... Dans la question parce qu'on parle de 364 détenus libérés, mais moi j'avoue, il n'y a pas information. Et chaque année, le chef de l'État signe une grâce présidentielle. Donc, le fait d'accorder une grâce, ce n'est pas l'information. Mais l'information, pour moi, c'est justement le fait de savoir que 65% des détenus, des personnes en détention, sont en préventive. Est-ce que ce n'est pas le serpent qui se mord la queue? On sait que nos prisons, les conditions de vie ne sont pas les meilleures. Mais à chaque fois qu'il y a un petit bobo, on doit envoyer les gens là-bas. Bon, en fait... je voudrais dire tout simplement que il faut aussi noter que nous mettons, ou bien la Constitution met tous les Togolais au même niveau d'égalité. S'il n'y a pas un Togolais meilleur ou un Togolais super spécial que l'autre, il est vrai que les fonctions que nous occupons, c'est les fonctions et les titres, ce n'est pas la personne elle-même. C'est en cela pour dire que quand M. Nkounnou parle de sa non-satisfaction par rapport à ceux qui sont sortis, je dis que c'est les Togolais qui sont sortis. S'il estime, par exemple, qu'il y a des détenus qu'on appelle politiques et qui ne sont pas sortis, c'est pour cela qu'on ne doit pas jubiler. Il dit ça c'est autre chose parce que tous les Togolais, quel que soit le niveau, la race, l'ethnie, je pense que nous sommes égaux et tout le monde doit se réjouir du bonheur de l'un ou de l'autre. J'ai commencé à dire que la prison c'est pas un lieu qu'on peut souhaiter à son pire ennemi. Oui, mais moi je voudrais sur la question de la préventive. Maintenant, le fait d'envoyer tout le monde en prison pour un oui ou pour un non, est-ce que c'est pas ça aussi qui crée les conditions de surpopulation carcérale? Maintenant, quand vous parlez de ce cas, par exemple, spécialement ce cas, vous devez savoir qu'au niveau de la justice,
il y a un certain nombre je voudrais parler bref de l'indépendance judiciaire. Maintenant, un monsieur qui a été vraiment, selon les tests, qui, on ne sait pas, par rapport à sa position, à un moment donné, ou bien à tout moment, peut fuir et se réfugier quelque part. Est-ce que si vous êtes juge et qu'on vous présente ce monsieur, vous allez l'accepter, être en liberté, ou bien quelqu'un qu'on a dit qu'il a tué, vous allez le Oui, mais quand vous parlez de tuer, ça c'est autre chose. Non, mais quand vous envoyez pour de petits larcins, ces petites choses-là qui font que les prisons sont surpeuplées finalement. C'est parce que nous n'avons pas de moyens suffisants. Ça veut dire qu'on doit enfermer tout le monde au nom des moyens. Pour construire des prisons. Sinon, ailleurs, il doit y avoir des séparations entre les préventives et les condamnés. Exactement. Mais au moins quand on en envoie, qu'on puisse les juger rapidement aussi, c'est autre chose. Maintenant, ça aussi, c'est normal, c'est un souhait pour nous tous, parce que, je le dis, si le juge peut intervenir dans un bref délai pour libérer un certain nombre de personnes, parce que vous n'êtes pas sans savoir, moi, je crois que ça doit être en 2008 ou 2009, j'avais assisté à ce que vous appelez la cour d'assises. Il y a des gens qui sont libérés et qui sont innocents, parce que il y a un certain nombre d'éléments qui sont venus les innocenter alors qu'ils étaient déjà incarcérés. Donc, je pense que si les juges ont les moyens, parce que vous savez, quand ces fonctionnaires-là présentent leur situation, vous allez voir un certain nombre de choses. Parce que ils se disent que si vous prenez un juge avec le nombre de dossiers qu'il doit traiter, ailleurs, ce n'était pas comme ça, comme les pays que nous voulons citer en exemple. Donc, un seul juge qui a plusieurs dossiers à libérer à la fois, et il a déjà statué sur un dossier, aller revenir alors qu'il y a d'autres dossiers qu'il n'a même pas encore touché. Donc, toutes ces conditions, Merci beaucoup. Merci Yaounou Kounou d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous, M. Samuel. Merci également Georges Hérault. Je rappelle également que vous portez une nouvelle casquette rapidement. Bon, en fait, je suis élu à la tête du club fétiche de la commune Cloto de Kotoko FC. Et donc, je pense que une nouvelle casquette, oui, avec beaucoup d'encouragement, comme vous pouvez le souhaiter. Parce que le football togolais aujourd'hui, vous devez savoir que il faut vraiment être courageux pour être à la tête d'un club. Merci beaucoup de courage à vous. Merci à tous d'être restés avec nous. On se retrouve le samedi prochain.